Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui n'auraient pas noté ce nouveau rendez-vous, eh bien sachez que pendant toute cette saison, l'antenne vous sera ouverte aussi le vendredi de 23h à 1h. Être à votre écoute, au cœur de vos préoccupations, vous permettre d'échanger entre vous. C'est le principe de cette libre antenne. Soyez les bienvenus au 39 21 pour nous parler de tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Et pour intervenir à tout moment au cours de l'émission, vous pouvez avoir recours au SMS 7 21 21 code nuit, ainsi qu'au courriel sur le site europe1.fr. Ce soir, vous serez accueillis par Assiba et Quentin sous l'œil complice d'Emmanuel Brondeau qui réalise cette émission 39 21. Je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Olivier. Olivier, vous êtes avec nous ? Olivier, vous êtes là, me dit-on, mais vous ne parlez pas. C'est nouveau. On entend effectivement des bruits. Olivier ? Bon, écoutez, on va passer un peu de musique, puisque Olivier, on entend, la ligne est là, mais apparemment, vous avez dit, vous êtes un peu distrait, Olivier. Que se passe-t-il ? Un peu timide, m'avait-on dit, mais c'est quand même à vous, néanmoins. Olivier, 1, 2, 3. Pas de Olivier. Allez, on commence avec un peu de musique. Bonsoir, Daniel. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir rappelé. Je vous en prie. Vous m'avez envoyé effectivement un courriel. Oui. J'ai envoyé un courriel donc hier. Parce que j'étais vraiment dans un état à la fois de désespoir et de colère, je disais. Qu'est-ce qui vous met dans cet état alors ? Ce qui me met dans cet état, c'est un sentiment d'incompréhension et de désaffection de la part de mon entourage. Je rentrais de chez ma fille, où ça s'était pas très bien passé et j'étais très mal. Alors que s'est-il passé ? Ma fille m'avait proposé d'aller déjeuner chez elle, oui, avec ma petite fille et puis quelqu'un de mon ex belle famille et j'avais demandé à plusieurs reprises à ma fille de passer me voir. Et ma fille ne passe jamais me voir, ou presque jamais. Et ce qui m'avait mis ce qui m'avait déplu, c'est que je me suis dit, voilà, elle m'invite, c'est gentil, mais elle viendra pas, quoi. Une fois de plus, ça reporte le fait qu'elle... Elle ne viendra pas chez vous, vous voulez dire ? C'est ce que je veux dire, oui. Mais l'important, c'est quand même que vous la voyez, au fond. Oui, mais c'est toujours moi qui vais vers elle, en fait. Je voudrais qu'elle... moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle fasse la démarche de venir vers moi, de venir chez moi. Ça me ferait tellement plaisir. Mais elle a toujours des prétextes. J'ai pas le temps, je suis fatiguée. Quand vous l'invitez, vous voulez dire à déjeuner ou à dîner ? Alors oui. Une fois, j'ai voulu l'inviter. J'ai voulu l'inviter pour un apéritif et elle m'a dit, écoute, ça
Non, ça va pas être tous les 4 matins. Je dis comment tous les 4 matins. Elle me dit bon, on est venu il y a pas longtemps. Moi, je dis écoute, je regarde. Elle me dit non, il y a 2 mois. C'était il y a 2 mois. Je dis quand même, c'est pas. Oui. C'est pas trop demandé. Non. Bon, finalement, ils sont pas venus. Mais elle-même, bon, nous habitons pas très loin l'une de l'autre. Elle pourrait passer me voir. Elle vous travaille habitez pas. Bon. Vous êtes très proches géographiquement l'une de l'autre. Oui. Elle est très occupée? Ben écoutez, depuis 2 ans, elle ne travaille pas. Elle a pris 2 années sabbatiques là. Bon, je suis assez bien placée, étant récemment retraitée, pour savoir que même lorsqu'on ne travaille pas, on est très occupé. Mais je pense qu'elle pourrait passer. Mais ça a toujours été comme ça ou vous trouvez qu'elle se montre plus distante? C'est comme ça. Oui. Et je sais pas pourquoi. Et semble-t-il, c'est peut-être aussi vous qui en souffrez davantage depuis que vous êtes vous-même moins active et à la retraite. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez vous-même une vie plus remplie. Donc vous savez, j'ai une vie assez remplie. Je fais pas mal de choses. J'ai des amis, mais bon, c'est pas ça. C'est une chose. Ce que je voudrais que me donne ma fille, c'est autre chose, quoi. Qu'est-ce que vous voudriez qu'elle vous donne? De l'affection. De l'affection. Tout simplement, je demande pas de l'amour, mais de l'affection. Vous en manquez? Oui, cruellement, oui, enfin, j'ose le terme, c'est ce que je ressens là, c'est cruel, oui. Vous n'en trouvez pas ailleurs? De l'affection, de la tendresse, non. Non, j'ai des amis, mais c'est tout. Il y a très longtemps que je vis seule, très longtemps. Je suis divorcée depuis très très longtemps. Et je vis seule depuis très longtemps. Peut-être que cette solitude aussi vous pèse. Ça n'empêche pas, que cette relation compliquée avec votre fille soit une source de chagrin pour vous, mais il y a aussi ce manque d'affection qui est quand même lié aussi à votre solitude affective. Oui, peut-être que c'est un manque d'affection, c'est un tout, quoi. Peut-être, oui, peut-être. Peut-être que votre fille sent d'ailleurs que il y a chez vous une demande très forte, très importante, à laquelle, au fond, elle peut pas répondre. Enfin, elle peut pas répondre. Bien sûr qu'elle peut vous donner de la tendresse et de l'affection, mais qu'il y a quelque chose de tellement important, de tellement qu'elle a un peu peur d'être happée. Je ne sais pas, hein, c'est une question que je me pose en vous écoutant. Oui, je vous comprends parce que je me suis fait la réflexion à plusieurs reprises que j'avais l'impression qu'elle se protégeait, qu'elle se défendait. Bon, elle se protégerait de quoi alors, peut-être, selon vous? Pas du fait que je ne fais pas d'intrusion dans son couple, dans sa famille, dans sa façon de fonctionner, dans son ménage, mais alors de quoi elle se protège, je sais pas. Peut-être qu'elle se protège du fait que peut-être qu'elle a peur que je la phagocyte un peu.
bon, on a été très proches, très très proches l'une de l'autre. C'était très fusionnel lorsqu'elle était enfant et petite fille. Alors, est-ce qu'elle a peur que je veuille garder encore quelque chose un peu comme ça, et qu'elle s'en protège, qu'elle s'en défende, je sais pas, mais elle me rejette pas, mais elle me tient à l'écart, ça c'est net. Hein, oui. Vous êtes nostalgique, vous aussi, certainement, de cette période-là. Je suis nostalgique, oui, de cette période, et je suis surtout très nostalgique de la période que j'ai vécue avec ma petite fille aussi. Parce quel âge? Elle a 15 ans aujourd'hui, hein? Oh oui, alors j'ai une petite fille de 15 ans dont je me suis beaucoup occupée. Bon, quand elle était bébé, enfant, jusqu'à ce qu'elle ait 11 ans à peu près. Hein, on a fait beaucoup de choses ensemble. Je l'ai beaucoup eu chez moi et c'était très fort aussi. Oui. Et oui. Et oui. Oui, à 15 ans, forcément, bon, elle est plus autonome, plus indépendante. C'est un âge où les amis comptent beaucoup et où elle est plus, tournée vers elle-même. Hein. Bon, mais ça reviendra parce que vous avez eu une relation très très forte avec elle, donc ce lien-là, ça reviendra. Mais c'est une période. C'est ce qu'on me dit. Bien sûr. Je veux bien le croire, mais j'essaye de le croire parce que. Ah, mais c'est certain. Cette relation très très forte que vous avez nouée comme ça dans sa toute petite enfance, puis après, c'est pas perdu. Simplement, là, elle a une période de sa vie où bon, les adolescents sont surtout sont très sur eux-mêmes. Hein. C'est une période comme ça. Oui, c'est normal. Oui, bien sûr. Mais alors, il y a aussi ce que vous disiez, dont vous ne parlez pas là, mais dans votre mail, vous êtes atteinte d'une maladie orpheline. Oui. C'est ça qui pèse dans votre vie. Enfin. Oui, c'est pesant. C'est pesant parce que parfois ça agit sur mon comportement. Parce que j'aimerais. Bon, je sais pas ce que j'aimerais en fait. Je veux pas de la sollicitude, je veux pas de la compassion parce que bon ça le mérite pas. C'est pas très handicapant, c'est pas. Mais j'aimerais que en ce moment je suis en cours d'examen. Que gentiment on me demande si j'ai les résultats, ou quand je suis en période de crise, on me demande comment ça va. Mais j'ai l'impression que cette maladie, personne ne veut en entendre parler. Quand vous dites personne, c'est-à-dire dans ma famille, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué peut-être aussi, Daniel, de parler d'une maladie dont on ne sait pas. C'est un peu angoissant quand vous savez, une maladie qu'on peut identifier, on sait quels sont les traitements possibles. C'est déjà plus rassurant, mais c'est vrai que le problème des maladies orphelines, c'est de ne pas toujours savoir comment les prendre en charge, les traiter. Donc peut-être qu'il y a une charge un peu d'angoisse là autour de ça. Est-ce que vous en parlez, vous? Comment? Est-ce que vous en parlez, vous? Est-ce que j'en parle? Oui. C'est difficile d'en parler. Parce que c'est très difficile à expliquer ce que j'ai. Voilà. Oui. Alors si vous-même vous avez du mal à en parler, vous voyez, ça rend peut-être les choses compliquées pour votre entourage aussi. Oui. C'est ça complique les choses, certainement. Oui. Mais moi, j'entends surtout que vous avez une demande. Vous le dites, hein, d'être entouré, un peu consolé, et effectivement, je pense que votre fille, vous lui en demandez beaucoup, et qu'elle, elle a sa vie. Elle a sa vie avec en plus une fille adolescente.
Oui. C'est pas toujours simple. Et bon, elle vous aime très certainement, mais que vous attendez cette solitude. Je ne sais pas quel âge. Oui, vous avez 65 ans. Oui, Qu'est-ce qui fait que, au fond, vous vivez seul depuis tant d'années, que c'est votre fille et votre petite fille qui, semble-t-il, vous apporter toute la tendresse dont vous avez terriblement besoin. C'est, voyez, tout cette demande de tendresse, c'est elle qui pouvait la combler. C'est comme si vous aviez mis de côté à ce moment-là la possibilité qu'un compagnon, après tout, puisse vous apporter ça et être auprès de vous. Et donc, ça pose question, ça. Oui. Oui, je sais pas pourquoi je suis restée seule. L'échec de mon mariage, après, bon, je suis restée 11 ans mariée. Après, je suis restée 2 ans seule. J'ai eu un compagnon pendant 8 ans. Et puis c'est tout, quoi. Bah, c'est déjà pas mal, dites-moi. Oui. Hein, c'est... Oui, mais je veux dire, après ce deuxième échec... Oui. Vous vous êtes repliée. Ah oui, tout à fait, complètement. Complètement. J'ai, à 45 ans, bah, j'ai tout... Ah oui. À 45 ans, c'est très jeune, hein, Bah, parce que, oui, je me suis mariée très jeune. Je me suis mariée à 18 ans. Oui. Il y a 45 ans, donc, il y a quelque chose en vous qui s'est pas dit, vous vous êtes pas dit comme ça, j'arrête, mais... Ben, si. J'ai pris un chien. J'ai vu un petit chiot dans une vitrine, comme dit la chanson, et je me suis dit, pourquoi pas un chien? Ouais. Pas anodin non plus, hein, le chiot. Ben oui, non, mais on est quand même dans le côté aussi, c'est un petit être à câliner, là. Ah bah oui. C'est à materner, oui. Enfin, vous voyez, il faut s'en occuper, ça demande beaucoup d'attention et de soins, un chiot. Je me vois vous avez besoin aussi de vous occuper. On voit le plaisir, on entendait dans votre voix le plaisir que vous aviez à vous occuper de votre petite fille quand elle était bébé. Oui. Vous aimez vous occuper. Oui. On sentait le plaisir que vous aviez à vous occuper de votre petite fille. Et puis vous dites, vous avez vu ce petit chiot dans la vitrine, voilà. Bon, pareil, là aussi, un petit chiot, ça demande beaucoup d'attention. Je mets pas sur le même plan, hein, non, évidemment. Bien sûr, pas. Non, bien mais sûr, c'est aussi beaucoup d'attention et de soins. Vous avez besoin il y a chez vous certainement une dimension très, très tendre, très maternelle. Oui. Tout et là, vous vous sentez certainement démunie, un peu vide, un peu comme inutile. Mais oui, parce que j'ai toujours besoin de donner aux autres. Comme je vous ai dit, j'ai ce besoin de tendresse, d'affection que dont je suis en quête auprès de ma fille et de ma petite fille. Mais je donne beaucoup aux autres. Certainement. Certainement. Oui. Mais vous savez, Françoise Dolto disait que en fait, c'est quand on est petit, c'est quand on est bébé qu'on a besoin de recevoir de l'amour, de la tendresse, mais que finalement après, on a surtout besoin de donner. Et que beaucoup de gens souffrent de ne plus pouvoir donner. Oui. Et même justement après, et même elle dit des personnes âgées qui finalement, ce dont elles souffrent le plus, c'est de ne plus pouvoir partager, donner. Elle dit on l'oublie trop ça. Elle dit on les considère, on leur donne à elles
parfois pas suffisamment d'ailleurs, mais on oublie qu'elles aussi, elles ont beaucoup à donner. Oui, on a beaucoup à donner. Voilà, et on les infantilise, alors qu'elles ont encore beaucoup à donner. Quand elles ont la chance, évidemment, et je vous considère pas comme âgée, hein, Daniel, je parlais pas de vous là, parce que vous n'êtes pas âgée. Mais quand elles ont la chance, je parle de d'avoir d'être en pleine possession de leurs moyens physiques et mentaux, hein, ça va de soi, parce que sinon évidemment là il faut s'occuper d'elles comme il se doit. Oui. Mais quand on a la chance de vieillir avec pas trop mal physiquement et mentalement, il y a toujours ce besoin finalement d'échanger, de partager, de donner. Et finalement, vous voyez, Daniel, vous dites que certes vous avez cette maladie orpheline, mais qui heureusement ne vous handicape pas trop. Vous avez commencé en disant j'ai besoin de finalement de recevoir de l'affection, de la tendresse, et finalement là vous dites on en arrive à ce moment de l'échange en disant je suis quelqu'un qui donne aussi beaucoup, et peut-être ce qui vous manque aussi beaucoup actuellement, c'est de plus pouvoir donner. Oui. Ah oui. Et c'est peut-être de ce côté-là aussi qu'il faudrait chercher. Oui. Parce que vous savez, tout à l'heure, je pensais, quand on parle des petits enfants, même adolescents, qui font des confidences à leur grand-mère, qui sont complices avec leur grand-mère, qui leur racontent leurs petits secrets, moi je sais pas ça, mais pourquoi? Oh, mais vous savez, Daniel, il y a une période où c'est un peu c'est un peu ingrat, hein, quand même, hein. Il y a quand même une période où c'est un peu difficile. Ça revient plus tard. Je pense que quand elle sera un peu plus grande et que ça sera une jeune femme, voyez, là, elle est à 15 ans, souvent 15 ans, 16 ans, ce qui compte avant tout, on partage avec les amis. Beaucoup. C'est les copains, les copines. Mais quand on parle d'adolescents, alors c'est vrai que maintenant on la prolonge tellement, l'adolescence sont plutôt des jeunes adultes souvent, vous voyez, vers 20 et quelques, où là il y a le côté confidence à la grand-mère. Alors après il y a que des cas particuliers, mais votre petite fille, elle est pas la seule, elle est dans un cas où on se rend pas compte à 15 ans la chance qu'on a d'avoir encore une grand-mère, un grand-père, c'est plus tard qu'on le réalise. Donc je crois pas essayez de ne pas en être autant affecté, parce que c'est vraiment assez fréquent ça, si vous voulez, à ce moment-là. Mais je peux vous garantir que le lien que vous avez construit avec votre petite fille, c'est quelque chose généralement que vous retrouvez, parce que c'est dans l'enfance qu'on construit la qualité d'une relation. Donc vous le retrouverez plus tard, vraiment. Donc il y a Ninon qui dit vous avez une maladie orpheline, mais finalement c'est vous qui vous sentez orpheline de votre entourage. Oui. J'ai les deux. Merci Ninon. Merci Ninon, ça allait adorable. Oui. J'ai les deux. Oui, c'est vrai. Oui. Mais oui, je sais pas. Mais alors, je pense qu'il y a des choses à faire peut-être à ouvrir. Pour le moment, votre petite fille, elle est pas très gratifiante, c'est comme ça. Votre fille, peut-être qu'elle-même, elle est pas très gratifiée dans la relation qu'elle a avec sa fille. Elle est en couple, votre fille? Oui. Et il y a Coco qui dit pourquoi ne pas vous tourner vers l'associatif, pourquoi ne pas, voyez, il y a peut-être des choses à faire comme ça où vous pourriez justement tout de cette expérience, de ce besoin que vous avez de partage, de donner, vous pourriez en faire profiter les autres. Oui. Je sais bien, oui, mais ça, j'y pense. Ça fait 2 ans que je suis en retraite. J'y pense. Je voudrais faire quelque chose dans ce sens-là, évidemment, parce que je suis trop quelqu'un à vouloir donner. Bien sûr, oui. Oui, je pense que ça vous nourrirait beaucoup.
Oui. tous ces échanges que vous auriez avec les autres, voyez. Enfin, et je pense que de nouveau, il y aurait un retour parce que je pense que vous épanouiriez aussi à vous occuper aussi, à prendre en charge, parce que faut jamais oublier que dans souvent on loue les qualités des personnes qui comme ça prennent en charge les autres, mais il y a un plaisir extraordinaire aussi à s'occuper des autres. Oui. Ah oui. Ouais. Alors ça veut pas dire qu'effectivement il faut pas y avoir des espaces pour se ressourcer soi. Ah mais non, il y a parce qu'il y a toujours un retour. Il faut garder. Mais il y a toujours un retour. Il y a toujours quelque chose. On en retire toujours quelque chose aussi pour soi-même, de s'occuper des autres. Oui. Vraiment. Oui. Oui, de toute façon, je suis quelqu'un qui aime rendre service sans avoir l'arrière-pensée du retour dans le sens je trouve pas le mot, mais On va accueillir Anne qui vous écoute attentivement et qui est avec nous au 39 21 et qui voudrait vous parler. Bonsoir Anne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui j'ai découvert il y a pas longtemps votre émission et bienvenue. C'est vraiment super. Oui, j'écoutais cette dame et je me retrouvais un peu dans ce qu'elle disait, ce que j'avais vécu ces derniers temps, puisque j'ai perdu mon mari il y a 3 ans et j'ai voulu être très forte. Au moment j'étais très très forte. Et puis il y a 6 mois, j'ai fait une dépression et parce que plus ça allait, plus je me repliais sur moi. Et je suis pas restée comme ça. Je suis allée consulter. J'ai travaillé sur ce qui se passait en moi. Et je me suis rendu compte que, en fait, je dis pas que c'est la vérité. C'est ma vérité en tout cas. Oui. Je me suis rendu compte que j'avais fermé la porte à la tendresse. J'avais l'impression que les gens me gênaient. Je me repliais de plus en plus sur moi. Oui. Et en fait, j'avais fermé aussi la porte aux émotions parce que la solitude me faisait souffrir, quoi. Oui. Et plus je me renfermais, et plus j'étais mal, en fait. Et moi aussi, je trouvais que ma fille s'occupait pas beaucoup de moi. Enfin, des choses comme ça. Et alors, c'est vrai qu'à la réflexion, ma fille faisait tout, et charmante, et faisait bien tout ce qu'elle pouvait pour moi. Mais c'est moi qui avait fermé un peu les écoutilles, quoi. Par peur j'avais tellement souffert du décès de mon mari. Oui. Que je fermais la porte aux émotions et j'étais quand même j'avais un besoin d'amour parce que je crois qu'on peut pas vivre sans amour. En donner, en recevoir, c'est un tout. Et j'étais frustrée et j'en voulais quelquefois à ma fille, quoi. Vous protégiez finalement. Voilà, je me protégeais. Quand vous dites vous coupiez des émotions, enfin c'est un peu une façon de vous protéger. Voilà, tout à fait. Oui. Pour pas souffrir, quoi. Oui. Alors qu'il n'y a pas de vie sans risque. Et non. Et là, si on coupe la porte aux émotions, c'est une façon évidemment quand on a souffert d'essayer de ne plus souffrir ou de moins souffrir, mais évidemment on coupe aussi, on ferme la porte à tout ce qui pourrait être beau, à tout ce qui pourrait nous faire du bien, à tout ce qui est aussi émotion de plaisir, de belles rencontres. Voilà, c'est ça le problème. Et puis, après, j'ai des amis autour de moi qui me disaient, mais tu devrais rencontrer quelqu'un, parce que je pense à cette dame, ce qui m'a aussi frappée, c'est qu'à 45 ans, elle a fermé la porte à tout désir d'avoir une autre vie avec quelqu'un. C'est très tôt, hein. Oui, et moi, temps, on quand imagine mon la mari est décédé, blessure. j'avais 55 ans. Oui. C'est pareil, j'ai dit plus jamais ça. Et maintenant, je me dis, je dis pas plus jamais ça. Je suis à l'aube de ma retraite. C'est parce que j'avais désiré passer une retraite seule. Je veux dire, dans le sens où j'aimerais encore partager des émotions. C'est super quand même. Maintenant, je dis ça aujourd'hui, mais il y a 6 mois, je le disais pas.
Mais c'est vrai que c'est ce qui manque le plus, ne plus partager. Oui. Oui, C'est ce qui m'a, lorsque je me suis retrouvée seule, c'est ce qui m'a manqué le plus. Mais parce qu'on a besoin de ça, Daniel, c'est ce que, enfin, je veux dire, je crois que quel que soit notre âge, on a besoin d'échanges, de partage. C'est ce qui est terrible. Parfois, je reviens à ces personnes âgées. Et encore une fois, là, je parle pas de vous, qu'il n'y ait pas de confusion, mais je lis parfois des choses terribles. Quand on en a parlé au moment de la canicule, où on voyait à ce moment-là, on a eu des témoignages, mais complètement poignants, de personnes qui disaient, parfois, la seule personne à qui je parle dans une journée, c'est mon boulanger. Alors, c'est vrai que parfois, dans une file d'attente, on entend, on voit une vieille dame ou un vieux monsieur, il parle, il achète son pain, sa baguette, puis il parle, et alors les autres râlent parce que voilà, on est pressé derrière. Mais après on se dit oui, mais lui c'est la seule personne à qui il va parler de sa journée, quoi. C'est terrible ça. Je dis ça les personnes âgées, mais je pense aussi aux personnes qui sont dans la rue, qu'on dit les SDF, quoi. Et c'est terrible parce que ces personnes-là passent parfois des journées entières sans parler à un être humain. Mais oui. On ne leur parle pas, déjà de par leur position, elles sont assises ou couchées, et nous on passe comme ça à la verticale, et elles peuvent passer des journées, et pas forcément parce qu'elles sont alcoolisées. Il y a des personnes qui sont à la rue et qui ne sont pas alcoolisées, des journées entières sans parler. Comment voulez-vous que ça ne déshumanise pas, quoi? Oui, surtout qu'elles sont en état d'infériorité par rapport à nous, comme vous disiez, Caroline, en étant à l'horizontale et nous à la verticale. Nous sommes au-dessus. Elles sont mises en état d'infériorité, de par leur position déjà. Et en plus, on ne les regarde pas. Et personne ne les regarde pas. Vous avez raison. Mais vous savez il n'y a pas besoin d'être très âgé pour ne pas avoir de contact à qui parler. Moi, je me souviens que quand je travaillais, le week-end, il arrivait que je ne parle à personne. Oui, c'est vrai. Et qu'il me tardait d'être au lundi pour retrouver mes collègues et parler. Oui, c'est vrai. Oui, je comprends ce que vous dites. Le week-end est un temps aussi, ce temps de vide comme ça. Mais oui, les dimanches, c'est terrible quand on est seul. Mais les week-ends, je trouve que c'est là qu'on est le plus seul. Parce qu'on sent que les autres sont famille. C'est vrai. Parce qu'on se dit que ce qui est faux d'ailleurs, mais on se dit que tous les autres sont en famille, qu'ils se réjouissent, qu'ils ont des grandes tablées avec des bons repas. Et on idéalise complètement. Parce qu'on est seul et puis Oui, ça renvoie comme à ces fêtes de fin d'année, Noël et tout ça. Ou les week-ends, effectivement, vous vous promenez. Évidemment, si vous êtes seul, vous voyez qui? D'abord les couples, vous voyez d'abord les familles, vous voyez, et ça vous renvoie un peu plus à votre solitude, c'est vrai. Le week-end, c'est le dimanche, c'est le fameux déjeuner en famille. Alors, c'est ça. Il y en a bien qui voudraient y échapper. On plaisante en disant, oh là là, on prend le déjeuner chez la belle-mère avec le gigot et tout ça. Et puis quand on l'a pas, on en rêverait d'une bonne tablée familiale. Mais je pense aussi qu'on peut essayer de positiver quand même. Parce que c'est vrai que la solitude c'est très dur, mais enfin, il y a aussi des choses bien. Il faut en sortir, il faut pas c'est important de pouvoir. Non, mais c'est toujours pareil. C'est important de pouvoir être seul et d'avoir des moments où on est seul et il y a une solitude qui est riche, qui est pleine. Et puis il y a une solitude qui est crasseuse, qui est poisseuse, qui est terrible, quoi, qui vous colle à la peau, qui est quand elle est trop longue, quand elle dure trop aussi. C'est ça. Comme vous le disiez, quand il y a plus ce partage possible. Alors ce week-end, il faut pas rester seul. Il y a les journées du patrimoine. Il faut sortir, il faut aller voir des belles choses. Il faut se remplir les yeux comme ça de tout ce beau patrimoine quand même historique que l'on a. C'est vrai quand même. Ce sont des occasions comme ça qu'il faut saisir pour sortir de sa solitude. Et ça peut On va accueillir également Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir
Caroline. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Bonsoir. J'ai plus trop les prénoms en tête. Hein. C'est Daniel et Anne qui sont avec nous. Daniel et Anne, bonsoir. Donc voilà, moi je suis aussi jeune retraitée, j'ai 61 ans. Je dis souvent, et ça amuse beaucoup parce que j'étais une vieille salariée, maintenant je suis une jeune retraitée. Donc, et j'avais préparé un petit peu ma retraite, si vous voulez. Je savais qu'après une vie, je dirais, de service et une vie assez difficile quand même, on peut rebondir. Et je peux vous dire que malgré une maladie orpheline et malgré d'autres qui m'handicapent beaucoup, j'ai un périmètre de marche de 500 mètres et je ne peux pratiquement pas me chausser, ou difficilement. Mais si vous voulez, j'ai 5 activités bénévoles qui me prennent beaucoup. Je vais vous faire rire un petit peu parce que, je vais vous dire, j'ai réussi à prendre ma douche aujourd'hui, il était 13h30, j'avais une réunion à 14h et j'étais au téléphone depuis 8h moins 10. Ah bon? Oui. C'est pas vrai. Alors, si depuis vous 8 voulez... heures, vous étiez au téléphone jusqu'à 13 heures? Oui, à peu près. Disons que j'ai eu quelques pauses. J'ai pris une pause petit déjeuner, ça s'est arrêté là, si vous voulez. Mais beaucoup de personnes ont besoin de contact. Je mets ma ligne portable sur ma ligne fixe. Les personnes qui veulent me contacter savent, ils m'appellent, ils me rappellent sur mon portable, je les rappelle, enfin disons. Et puis des activités que j'avais préparées avant ma retraite. D'accord. Et je crois que ça, c'est important. Et puis vous avez des associations qui vous tendent les bras et qui vous apportent énormément. Non seulement dans le contact qui évite la solitude, hein, évidemment, mais aussi dans tout ce que l'on peut apprendre et recevoir dans une association. Moi, je vois dans 2 associations actuellement, je fais des formations, je retourne en formation pour être, je dirais, plus compétente dans un domaine que je connaissais moins. Oui, c'est ça, donc, toujours aussi apprendre finalement. Ça Ah ne oui, pas parce simplement vous servir de vos connaissances. Non, parce que déjà, elles vont être obsolètes au bout d'un moment. Et puis, elles seront plus à jour. Et puis, donc, de ce fait, dans des nouvelles activités que je ne connaissais pas, eh bien, je refais des formations. Donc, revoir des personnes, reprendre des notes, revoir des choses. Je vous assure que la vie associative, quand on se rend disponible, avec aussi tout le temps de liberté qu'il faut se donner, hein. Ce matin, c'était un peu exceptionnel. C'était un petit peu, je dirais, l'anecdote. Mais sinon, je vous assure que bien qu'ayant, je dirais, mal et ayant ces problèmes de santé également, quelque part, ça me permet de les oublier un peu. Vous voyez ? Et moi, je veux bien entrer en contact avec l'une ou l'autre de vous pour en discuter, pour vous dire, parce que des associations, je vais pas citer les noms parce qu'on n'est pas là pour ça, mais qui sont nationales, entre autres, et qui permettent, je dirais, de trouver toute la gamme du choix de l'activité qui vous convient le mieux en tant que personnalité. En fonction, voilà, de vos centres d'intérêt. Voilà. Moi, je me suis rendu compte depuis que je me suis ouverte, plus que je sors de ma coquille, qu'il y a plein de gens, ne serait-ce que j'habite à la campagne, mais j'ai des voisines qui m'ont invité à aller faire de la marche avec elles. Je suis allée, j'ai un chien moi aussi, je vais à un club d'éducation canine parce qu'elle est assez coquine et je vais apprendre à pouvoir la tenir un petit peu. Et puis je fais de l'art textile avec des amis, on se retrouve. J'ai à nouveau envie d'en faire et ça, je pense que ça va me permettre de rencontrer plein de gens. Oui. Vous travaillez là-dessus, hein, je crois. Vous faites un travail aussi sur vous, Anne. Oui. J'avais déjà fait une psychanalyse quand j'étais jeune. Oui. Et puis, ce qui m'a d'ailleurs énormément servi dans mon métier, puisque je travaille avec des enfants handicapés. Oui. Ça a été d'ailleurs merveilleux parce que le travail sur soi, je pense que ça ouvre des portes pour pas avoir de résonance quand des enfants sont mal et tout. Et puis là, comme après ce deuil, j'ai eu un divorce. J'ai refait ma vie à 40 ans. J'étais très très heureuse parce que mon deuxième mariage était vraiment un mariage formidable. Mon mari est mort en 2 minutes. Ça a été quand même violent. Et j'ai tenu le coup quand même grâce au travail aussi. En donnant, comme vous disiez, Caroline. Ah, mais écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, personnellement, je suis célibataire parce que j'ai des parents handicapés. Mais bon, là, ça fait longtemps que je suis célibataire, mais c'était un choix.
Et si vous voulez, j'ai été amenée à faire beaucoup de choses. Entre autres, je m'occupais de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et là, on m'a demandé, si vous voulez, de continuer à me former, parce par exemple, on sort un guide actuellement pour les haltérépies. Je profite de vous en parler parce que c'est assez nouveau. On est en train de créer des haltérépies Alzheimer pour permettre 1 ou 2 fois par semaine aux familles qui veulent garder les personnes à domicile de pouvoir aller chez le coiffeur, aller voir des amis, aller rendre visite à la famille et tout cela dans un cadre national et c'est passionnant. Oui, alors, il y a David... je suis pas du tout comme... Oui. J'ai pas envie de ça. Alors, oui, après, chacun fait en fonction de ses idées. Alors, en tout cas, il y a David qui dit, pourquoi ne lancez-vous pas un appel pour réunir des gens seuls dans votre département? Et après tout, pourquoi pas? Il y a Fleur de Lys qui dit, j'ai 31 ans, vous voyez, elle dit, je suis pas âgée, pourtant je passe souvent mes week-ends seule, je n'ai pas de mec, pas d'amis dans ma région, et je n'ai pas mes parents dans cette région-là, et en plus, je suis timide, nous dit-elle. Il y a le Trublion dit, on parle beaucoup de chiens ce soir. Moi, quand je m'ennuie, je parle à mon chat, je lui chante des chansons rigolotes et comme il aime, il me mord. Voilà. Donc, non, mais en même temps, il n'y a pas seulement que je vous parle de celle-ci parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais si vous voulez, il y a des tas de choses au niveau des enfants qui sont seuls à sortir de l'école pour les aider au niveau des devoirs, aller faire de la lecture dans les écoles maternelles, à faire de l'accueil Ville-de-France. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, vous pouvez trouver quelque chose qui vous convient parfaitement. Oui. Et il y a une association qui s'appelle effectivement Association Bénévolat qui permet justement de vous téléphoner à cette association, vous dites ce que vous aimez et quand une association demande quelqu'un qui correspond à votre profil, elle vous met en contact. Bon, écoutez, en tout cas, si vous souhaitez être en contact toutes les trois hors antenne, c'est bien évidemment possible puisque c'est aussi un des buts de cette émission, c'est de vous permettre comme ça de créer du lien entre vous. Donc, il vous suffit de ne pas raccrocher et Asiba se fera un plaisir de vous mettre en relation. Il y a le Subversif qui cite, je crois, il me met Karl. J'ai l'impression que vu la teneur du message, c'est Karl Marx, qui dit une société organisée autour de la croissance n'a Dieu que pour l'actif, l'inactif, le retraité, le chômeur ne lui sert pas et donc mis au banc. Voilà. Allez, on va se quitter là-dessus. Je vous embrasse. Merci Caroline. Merci en tout cas Daniel de nous avoir permis d'avoir ce débat. Vous voyez qui nous a amené assez loin finalement. Finalement ça. Oui, ça a évolué vers pas mal de choses. Finalement, il y a pas mal de gens qui ont pu s'exprimer. Oui, ce besoin de vous avez permis de voilà un moment de partage. Et puis il y a quelqu'un qui dit promener son chien, avoir un chien, ça permet de rencontrer plein de monde chaque jour. Ah oui, ça c'est un excellent médiateur. Ça permet de rencontrer du monde et de papoter. C'est vrai. Caroline, je vous remercie. Parce que vous avez eu un éclairage sur ma problématique là qui va beaucoup m'aider et vous avez bien cerné mes difficultés. Tant mieux. Moi aussi, je vous remercie. Merci vraiment. Daniel et merci merci beaucoup. Merci à Anne et Marie-Thérèse merci cette jointe à nous. Et merci beaucoup pour votre émission. Ah oui, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Au revoir, ne raccrochez pas. On va vous mettre en relation. Au revoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Parce que moi je suis un petit peu perdu parce que mon fils qui va avoir 15 ans au mois de novembre. Oui. Est tombé fou amoureux d'une fille il y a un mois. Oui. Mais il l'avait déjà vue au mois d'avril dernier, mais lorsqu'il s'était vu une journée, donc rien ne s'était passé encore. Bon. Mm-hmm. Ils se sont revus vers la fin août. Oui. Et puis là, si vous voulez, ça a marché tout de suite, quoi. Enfin, ils se sont plus tout de suite. D'accord, donc elle n'est pas au même collège, c'était encore pendant les vacances? Ah voilà, alors c'est-à-dire que rapidement, ils se sont connus, moi c'est ma femme
qui travaille avec la mère de cette jeune fille. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc là, ils se sont revus. Oui, ils sont à une demi-heure. Ils habitent pas l'un à côté de l'autre. Hein. Oui. Et donc là, ils se sont vus fin août et ils se sont. Là, ça s'est accroché. Vraiment, les atomes se sont bien accrochés. C'est réciproque. Ah, oui, c'est très réciproque. C'est formidable alors. Ah oui, avec David, j'ai beaucoup de complicité avec David. J'avais toujours dit, je serai là, je ferai le maximum pour pouvoir t'aider. Tu me dis les choses que tu veux me dire, si tu veux pas me les dire. Bon. Parce qu'il s'est confié à vous, donc. Ah oui, totalement. Il m'a dit tout ce qu'il y a. Bon, bien sûr, il avait peur du premier bisou et du premier bisou plus prononcé. Enfin bon. Et tout a bien marché, hein. Donc c'était vraiment love story, hein, si vous voulez, les 15 premiers jours, terrible. Mais bon, la fille, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est assez, si vous voulez, très, comment vous dire, très nerveuse, très indépendante, qui se laissera jamais marcher dessus, si vous voulez. Elle a du tempérament. Ah, voilà, exactement. Elle a un tempérament incroyable. Oui. Et même moi qui ai du tempérament, je peux vous dire que je n'en reviens pas. Oui, j'en reviens pas parce que vraiment elle a un tempérament fou. Et David est beaucoup plus réservé. Beaucoup plus réservé, bien que justement, il a pris son courage de main pour pouvoir l'embrasser. Et c'est ce qu'il a fait, et donc il était tout heureux. Bon, moi j'étais bien sûr heureux pour lui, tout ça, etc., etc. Il est à côté de moi, hein. Il n'ose pas trop parler pour le moment. Mais bon. Ah, il est à côté de vous. Il est à côté de moi. D'accord. Oui. Alors donc, et c'est lui qui souhaitait que vous appeliez. Pourquoi quelle est sa demande? Qui souhaitait appeler là? Alors, c'est moi qui ai eu l'idée. Parce que moi, à un moment, parce que si vous voulez, il me demandait des conseils quelquefois, elle était, je sais pas comment vous dire, elle lui disait, si vous voulez, c'était ses copains qui passaient avant lui à un moment donné, quand les copains sont revenus des vacances, elle voulait toujours voir ses potes. Et David, lui, se sentait un peu blessé parce qu'il disait, je passe derrière eux, tout ça. Alors moi, au début, je lui disais, écoute, attends, parce que quand même, elle t'a prouvé maintes fois qu'elle tenait à toi. Mais ça persiste. Puis moi, il me demande des conseils, mais à un moment donné, j'ai 45 ans. Moi, je sais ce que je ferai. Moi, j'ai dit à David, moi, j'arrêterai tout, je donnerai plus de nouvelles, je laisserai couler et j'attendrai. Mais David ne peut pas tenir une journée sans lui envoyer un SMS. Pour lui demander comment que ça va, pour lui demander plein de choses et pour se rassurer, surtout pour pouvoir bien dormir. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est parce que ce soir, pareil, c'est encore une tension assez forte pour lui, parce que dimanche dernier, il aurait été très content de la voir. Elle a trouvé des excuses pour pas. Moi, j'en sais rien. Je dis des excuses, oui. Elle lui a dit non, je pourrais pas venir te voir. Elle lui a pas donné de raison, mais les raisons, c'était parce qu'elle voulait revoir ses potes et tout, etc., etc., etc. Et puis donc, là, moi, je lui ai dit, il me demande jeudi, il me dit, est-ce que je lui demande, est-ce que je la vois dimanche? Je lui dis, oui, tu lui dis, est-ce qu'on se voit dimanche? Et rebelote, elle renvoie le SMS, je sais pas. Alors là, je lui dis, tu sais, ça fait 2 dimanches. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Et moi, c'est ce que j'essaye de lui dire, c'est que lorsqu'il y a un début d'idylle aussi forte que vous avez eu, en général, on essaye vraiment d'être ensemble au maximum. Mais et donc hier, elle lui a
elle s'est énervée parce que bon, David lui a expliqué, il lui a dit oui, j'ai l'impression que tu préfères tes potes à moi, tout ça. Alors là, elle lui a envoyé des textos, ça commence à te saouler, tu me fatigues et tout. Et oui. Et donc, je lui dis oui. Alors je lui dis, tu réponds, tu dis écoute, faut te mettre à ma place. Et rebelote, arrête, ça commence à me fatiguer, ça me saoule. Alors j'ai dit à David, écoute, ça serait moi, je sais, bon, mais moi, j'ai 45 ans, je sais ce que je ferais. Tu lui dis au revoir, salut. Tu lui dis salut, t'envoies salut, c'est tout, parce que ça va. Bon. Et effectivement, après, elle lui renvoie salut, elle était pas contente. Bon. On va continuer à en parler et puis peut-être, je sais pas, peut-être en parler directement avec David. J'aimerais beaucoup, oui. Oui, ça serait bien. D'accord, si vous lui, il vous entend. Vous en parlez avec lui, David, ça serait peut-être pas mal qu'on en parle directement ensemble. Réfléchissez pendant le journal, ne raccrochez pas surtout, et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Nous sommes repartis pour un peu moins d'une heure d'émission. Vous avez la parole jusqu'à 1h, justement. Vous pouvez appeler le 39 21 pour nous parler de vous, de votre vie, de tout ce qui fait justement votre quotidien. Et juste avant le journal, nous étions avec Pierre qui nous parlait des premières amours de son fils David. David donc qui a 15 ans et qui est tombé fou amoureux d'une jeune fille. Alors il y a déjà des messages qui arrivent pour vous du Subversif qui dit: quelle que soit votre expérience de père, votre jeune novice n'échappera pas aux échecs amoureux. Alors il parle pas de cette histoire en particulier, mais on sait bien que l'expérience des parents effectivement ne sert pas aux enfants, que les enfants ont à faire leurs propres expériences. Et puis Matt qui dit: votre fils ne peut pas exiger l'exclusivité. Sa copine a parfaitement le droit d'avoir des potes, nous dit Matt. Alors Pierre, est-ce que David peut surmonter un peu sa timidité et accepter de me parler ? Alors oui, il y a pas de problème. Ah ben formidable alors, parce qu'après tout, il est le principal concerné dans l'histoire, même si vous êtes un papa très présent, très attentif et qui suit. Voilà, c'est important aussi pour David d'avoir un père sur qui s'appuyer, sur votre expérience, parce que c'est important de pouvoir se tourner comme ça. On sent qu'il y a certainement une grande complicité entre vous pour pouvoir comme ça pour enfin qu'il y ait cette possibilité pour lui de se confier à vous, et il a se construire en tant qu'homme, donc c'est important de pouvoir se confier à son père comme il le fait. Ah oui, tout à fait. Bon, puis avant de vous le passer, je voulais vous dire, bon, David, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il a un physique quand même relativement avantageux. Ah. Il a plein de petites copines qui sur Facebook, il a du succès de toute façon. Mmh. Mais est-ce qu'il tient de vous? Ah, c'est vous. Non, moi. Vous êtes modeste. Comment? Vous êtes modeste. Il ressemble à sa maman? Ah, peut-être. Je sais. Non, oui. Enfin, des fois, on dit que bon. C'est un beau mélange. Il a pris le meilleur de vous deux, on va dire. De loin, il ressemble à moi quand j'étais plus jeune. D'accord. Comme Alain, quoi. Oui. Bon, il doit être un peu mal à l'aise maintenant, David. Oui, un peu. Eh ben oui, il va plus. Bon, mais David, il faut pas vous inquiéter, on est à la radio, hein, donc finalement, voilà, pas de souci. Voilà, c'est l'avantage de la radio, c'est que ça pose pas de problème. Vous voyez, on se parle, il y a pas d'image, on a que le son, nous. Hein. C'est ce qui nous intéresse. On n'ira pas sur Facebook, c'est promis. D'accord, David? D'accord. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, David. Bonsoir. Bon, alors un premier amour, c'est formidable, oui. Ça. C'est la première fois que ça vous arrive? Oui, c'est la première fois. Elle est un peu plus âgée que vous? Elle a 1 an et demi plus que moi. Ah oui, 1 an et demi, c'est important, hein? Ben oui, c'est important. 1 an et demi à cet âge-là.
Alors donc, elle a beaucoup d'amis, beaucoup de copains garçons. Oui, plus de copains garçons que de filles. Plus de copains garçons que filles. Ça vous inquiète un peu, tous ces garçons autour d'elle? Non, pas trop, mais... Un peu quand même. Oui, voilà. Pourquoi vous avez peur que certains peut-être cherchent à la séduire, à sortir avec elle, enfin... Non, pas spécialement, mais je trouve qu'elle passe un peu plus de temps avec ses potes qu'avec moi. Le son, c'est bizarre, le son était très bon avec votre papa, il est moins bon avec vous. Vous n'avez pas le même poste? Si? Ah, c'est bizarre parce que le son est beaucoup moins bon. Comment? C'est bon, Caroline? Parlez-moi, David, un petit peu. Allô? Oui. Est-ce que bon, et alors donc est-ce que vous avez vous des copains vous de votre côté? Bah oui, j'ai des copains. Pas mal de copains, des copines aussi? Oui. Plus de copains que de copines. Plus de copains que de copines. Oui, en général, c'est plutôt comme ça à votre âge. C'est on est plutôt on a plutôt des amis du même sexe. Mais bon, elle se sent peut-être mieux. Je sais pas, elle a des frères, cette jeune fille, plutôt. Sœur. Elle a des sœurs. Une sœur. Elle a une sœur, d'accord. Oui. Bon, peut-être qu'elle est un petit peu comme ça, qu'elle préfère la compagnie des garçons, après tout. Mais c'est vous qu'elle a choisi, c'est vous dont elle est amoureuse, hein? Bah oui, ça j'en suis sûre et certain. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est vrai quand on est amoureux, on a tout le temps envie d'être avec l'autre, tout le temps envie de le voir. Voilà. Le problème, c'est que si vous êtes un peu trop sur elle, un peu trop à lui laisser des messages tout le temps, à lui dire quand est-ce qu'on se voit et tout ça, vous lui laissez plus le temps à elle d'être dans le manque. Ah, ok. D'accord. Parce que finalement, elle sait que elle va avoir un message de vous. Ça devient même plus, elle se dit pas tiens j'ai pas qu'est-ce qui se passe, regarde son portable, j'ai pas de texto, mais qu'est-ce qu'il fait, elle s'inquiète même pas, quoi. Vous la rassurez trop. Ah, d'accord. Vous êtes toujours là, toujours en demande. Ok. Donc ça produit l'effet inverse, c'est qu'elle commence à vous dire mais ça m'énerve. Laisse-moi un peu tranquille. Vous voyez, vous commencez à devenir un peu oppressant, comme quelqu'un qui l'empêcherait de faire ce qu'elle a envie de faire. Okay. Un peu comme si vous étiez en train d'empiéter sur sa liberté. Or vous-même, David, j'imagine que si vous aviez quelqu'un qui était là, finalement, vous aviez l'impression qu'il est en train, ou elle est en train de vous surveiller, oui, ça vous énerverait. Bah moi, j'aimerais plutôt qu'on me surveille. Vraiment? Personnellement, bah oui. Qu'on vous surveille vraiment? Enfin, oui. Si vous étiez vraiment, parce que elle vous manque, mais franchement, David, si vous étiez avec des amis dans les trucs et que à chaque fois, elle vous appelle, elle vous dit « Tu es où? Tu fais quoi? Quand est-ce qu'on se voit ?» Au bout d'un moment, je suis sûre que vous en auriez marre. Ah bah oui, ça j'en aurais marre. Même si vous étiez amoureux, au bout d'un moment, même en étant amoureux d'elle, vous diriez « Oh, elle me gonfle. » Honnêtement. Oui. Même en étant amoureux, dire « Oh là là, elle me saoule un peu. » C'est vrai. Donc, il faut aussi la laisser, elle, un peu dans le manque. Faut que je me laisse désirer, quoi. Il faut vous faire un peu désirer, oui. C'est important aussi.
Et c'est ce qui est si compliqué quand au départ et surtout quand c'est les débuts comme ça et que c'est la première fois qu'on est vraiment amoureux, c'est que on voudrait tout le temps être tout le temps être ensemble parce que vous avez certainement besoin d'être rassuré par sa présence. Ça, c'est ça. Voilà. Voilà, ça vous rassure. Mais vous savez, David, il faut pas vous dire que c'est pas parce qu'elle est pas physiquement auprès de vous qu'elle ne pense pas à vous. Regardez ce qui se passe pour vous. C'est pas parce que elle est pas là, à côté de vous, dans la même pièce, dans le même endroit, que vous ne pensez pas à elle. Pourquoi ça serait pas la même chose pour elle? Elle peut être dans un autre lieu que vous et penser à vous. Oui. Or vous, c'est un peu comme si, quand elle est pas là, physiquement, c'est comme si ça certainement ça doit vous angoisser et donc il faut être ensemble pour être sûr qu'on est bien ensemble. Voilà. Ça. Mais le risque, c'est qu'il faut quand même entendre les signaux qu'elle vous adresse. C'est-à-dire que là, ça tourne un peu au vinaigre. Elle est en train de vous dire, lâche-moi un peu. Allô? Allô? C'est Pierre? Ah oui, non. C'est bon, oui, non, c'est bon. Vous comprenez, David? Oui, là, je suis en train de comprendre. Donc, il faut la laisser un peu respirer. Et puis, je vous assure qu'à un moment, elle va se dire, tiens, c'est bizarre, David qui m'envoie des messages tous les jours, là, il n'a pas appelé. Qu'est-ce qui se passe? Il fait la tête, Vous allez voir que c'est elle qui va vous envoyer des messages. C'est ce qu'elle t'avait fait la dernière fois. La dernière fois, il lui avait pas... J'avais forcé à ce qu'il ne lui envoie pas de SMS pendant 2 jours, et au 2e jour, elle a craqué. Le 2e soir, elle lui a demandé si coucou, c'est moi, ça va bon. D'autant que, comme le dit votre papa, vous avez la chance d'être plutôt beau garçon, beau gosse. Donc il y a plusieurs jeunes filles qui tournent autour de vous, qui aimeraient bien être votre petite amie. Donc je veux dire ça, il faut savoir un petit peu en jouer, David. Et dire que après tout, que cette jeune fille se rende compte aussi que vous n'êtes pas en train de mourir d'amour pour elle dans votre coin, et qu'après tout, eh bien, quand elle est avec ses potes, vous, qu'elle se demande un peu ce que vous faites de votre côté. Ne la rassurez pas trop, qu'elle se pose des questions. D'accord. Voyez que vous n'êtes pas là à vous languir, à l'attendre et tout. Parce que ça marche très bien, ça. Vous savez, il y a un auditeur là qui est en train d'envoyer un petit texto en disant c'est le fameux dicton qui est ancien, mais je vous assure, ça fonctionne toujours. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. C'est toujours d'actualité, ça. Voilà. Et donc, ce soir, Caroline, je voulais vous demander, puisque les conversations en SMS ont été assez froides, je lui ai conseillé de demain de faire le mort, d'ignorer complètement et d'attendre de ses nouvelles. Exactement. Voilà. Exactement, je suis d'accord avec vous. Je rejoins les conseils de votre papa. Voilà. Vous laissez la belle mariner un peu. Parce que le soir, c'était toujours un appel d'1 demi-heure vocal, et tous les soirs, après, c'était 1 heure à peu près de SMS. Non, vous la laissez, là, ça a été un peu froid, dire bon, ok. Et vous allez voir que elle, de son côté, parce qu'elle doit s'attendre, mais à coup sûr, d'avoir, d'être inondée de textos, de dire, et là, elle va se dire, mince, waouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, elle va flipper un peu. Merci beaucoup, Caroline. Oui, c'est gentil. Oh là, merci. Qui est-ce qui est le plus soulagé? C'est Pierre ou David? Vous me faites rire. Mais moi, ça me tourmente. C'est un peu trop.
Un peu trop, hein, Pierre, quand même, hein. Parce que comme le disait le subversif, vous savez, David, il va falloir qu'il fasse son expérience. D'ailleurs, un message pour vous faire rire du subversif qui dit, voilà l'épilogue de cet échange. Sitôt averti des choses de l'amour, le jeune éphèbe David chaussa ses bottes de Casanova et s'engagea à perdre haleine dans une vie de Don Juan échevelé. Voilà. Alors là, Pierre, hein, vous seriez peut-être pas rassuré non plus. Ah ben, non, mais c'est vrai qu'il va falloir que je me détache un peu de ça, parce que c'est vrai que là, Oui. je me protège un peu trop. Vous n'allez plus vivre. Ah, Vous revivez un peu, on dit bien qu'on revit un peu son adolescence, hein, à travers celle de ses enfants. J'ai l'impression d'avoir fait un transfert, d'ailleurs. Oui. Il y a Petite Plume qui dit beaucoup de pères en ce moment, hein, très attentifs et très proches de leurs enfants ou de leurs ados qui passent sur votre antenne. Elle dit c'est très réconfortant. C'est vrai. C'est très touchant. Oui. Mais bon, moi, je vous remercie beaucoup parce que ce soir, vraiment, je pensais pas que j'allais vous avoir en plus. Vraiment, moi, ça me tire du nez du pied parce que je savais, à force, il me mettait le doute. Elle me dit, tu crois que je vais faire ça, tu crois que je dois faire ça. Moi, à un moment donné, je savais plus. Après. Ah si, vous aviez, je vous suis complètement, hein. Si. Voilà. Si, c'est ce qui est compliqué, David, c'est que c'est vrai que il y a toujours un peu, vous savez, quand il y a toujours quand même un petit peu de stratégie. Il faut jamais oublier que dans une histoire d'amour au début, et puis les jeunes filles, elles sont souvent très fortes pour un peu. Il faut pas que tout soit acquis, David. Il faut pas que tout soit gagné d'avance. Il faut surtout que vous reteniez bien ça. Si elle a l'impression, cette jeune fille, que vous êtes éperdu d'amour, que ça y est, tout est gagné, tout est acquis, qu'elle a plus à vous conquérir, vous allez perdre un peu de valeur à ses yeux. C'est comme ça. Et c'est assez féminin, ça. Vous allez découvrir ça. Il y a ce côté, les hommes aussi, hein, fonctionnent comme ça. C'est un peu l'humain, mais il y a ce côté, il faut toujours qu'il y ait une part un peu de l'autre qui nous échappe. C'est ça aussi qui fait qu'il reste du désir de l'autre et de la relation. Donc c'est pas comme l'amour qu'on a pour ses parents, vous voyez, où là c'est inconditionnel, on n'a pas à être dans un jeu. Mais l'amour comme ça entre amoureux, il y a aussi une part de jeu un peu. Ça veut pas dire qu'on n'est pas sincère, mais il y a quelque chose qui doit toujours rester à conquérir. Et surtout comme ça chez les jeunes filles qui, elles aussi, ont beaucoup de choses à se prouver encore à 16 ans. Elles doutent aussi beaucoup d'elles-mêmes, de leur séduction. Elles testent leur féminité. Elles sont en train de devenir sont des très jeunes femmes. Elles testent tout leur pouvoir de séduction sur les garçons. Si elles sentent que ça y est, le garçon il est complètement conquis, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il est complètement enamouré, ça peut les ennuyer. Oui, non, tout à fait. Parce que après je vais abréger parce qu'il y a peut-être du monde quand même derrière. Parce que elle, je vous dis, c'est un caractère très fort, mais bon. D'autant plus. Et qu'elle a sa cour autour d'elle, hein. Oui, voilà. Je dis pas qu'elle en joue et que voilà, mais elle a une cour autour d'elle. Tout à fait. Donc j'allais lui dire, tenez-lui parfois un peu la dragée haute. Et d'ailleurs, pour conclure, un message de Fédragé qui dit « Attention David, elle vous sait très amoureux. Attention de ne pas être trop prévisible pour elle. Laissez un peu planer le mystère sur vos occupations. Ne la rassurez pas trop. Il faut par moment qu'elle puisse un peu s'inquiéter aussi. » Voilà. D'accord. Je suis... Voilà David, bonne chance, hein. Merci beaucoup Caroline. Merci Pierre de votre confiance. Une fois merci. Hein. Oui. Au revoir. Au revoir. Et puis voilà des réactions qui arrivent au 7 21 21 code de nuit. David qui dit ma femme aussi m'a fait courir au jeu et aujourd'hui quand on ne se voit pas de la journée, c'est elle qui court vers moi. Et le subversif qui dit ainsi donc voilà le secret de la séduction de Georges, cette
part de lui si définitivement incompréhensible? Ah, ça, Georges s'est préservé le mystère. Il n'est pas à l'écoute ce soir. Il avait un mot d'absence, il avait prévenu. Il fait les choses en règle, Georges. Voilà, il est sorti ce soir, mais on ne sait pas où. Il ne dit pas. Il dit qu'il sort. Je vous dis, il préserve le mystère, mais il ne dit pas où. Et vous aussi, mon cher subversif, vous savez, vous faites complètement, vous subjuguez Nejoud qui dit maintenant j'ai compris comment séduire le subversif, devenir une femme fatale perchée sur ses talons aiguilles, chevelure brune au vent et regard, j'ai pas la suite, Nejoud, alors je sais pas, regard lointain, regard, je sais pas, peut-être on va laisser le subversif terminer. On ne sait rien de lui, à vrai dire, donc on ne sait pas ce qui pourrait le séduire. Il y a Jean-Louis qui dit « Ah là là, à 15 ans, j'aurais adoré bénéficier de vos précieux conseils de drague », me dit Jean-Louis. Et on accueille maintenant Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je vous appelle parce que j'aurais voulu avoir votre avis, ainsi que celui des auditeurs. Oui. Alors, actuellement, donc, je fais un travail avec une thérapeute. Oui. Dans le cadre d'un milieu associatif. Comment ça, dans le cadre d'un milieu associatif? C'est-à-dire que, personnellement, j'ai une pathologie. Donc, j'ai le HIV. Mm-hmm. Et donc j'ai rencontré en frappant des portes, donc je suis tombée sur une association. D'accord, elle travaille dans une association. Elle travaille dans une association. Ah oui, d'accord, oui, c'est dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Et donc ça fait 1 an que j'ai commencé ce travail avec elle. Oui. Parce que par rapport donc aux circonstances dans lesquelles j'ai été affectée. Oui. C'était assez particulier, donc c'était un peu difficile à gérer tout ça. Oui. Et donc, si je vous appelle, c'est par rapport à son attitude. Moi, l'impression que j'ai parfois, c'est que elle vit les choses de manière, comment vous dire ça, peut-être intense. Des fois, j'ai l'impression qu'elle est touchée parce que je lui dis. Oui. Parce que j'ai vécu, parce que je vis. J'ai souvent l'impression qu'elle a les yeux embués de larmes. J'ai souvent l'impression qu'elle a les yeux rougis. Et je l'ai constaté, notamment au début de la thérapie. Oui. Et puis encore il y a quelques jours. Et ça m'a interpellée. Et ce qui m'a frappée, c'est que elle s'est absentée pendant 2 mois à peu près parce qu'elle était en vacances. Et donc on a repris le travail il y a quelques jours. Et j'ai repris les choses normalement. Et au bout de quelques instants de travail de thérapie, elle m'a demandé si elle m'avait manqué. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai trouvé sa question un petit peu j'ai trouvé surprenante sa question, à vrai dire. Et je lui ai dit ce que je ressentais. Je lui ai dit oui, effectivement. Et au bout d'un moment, dans quel contexte vous a-t-elle dit ça? Alors, comment vous dire? Alors, je suis arrivée, donc elle m'a accueillie, donc je suis montée avec elle dans son bureau comme d'habitude. Et puis et puis je lui a parlé de ce que je vivais, de ce que j'ai, de ce que je ressens par rapport à cette pathologie, Et puis au bout d'un moment, il y avait un silence. Et là, tout d'un coup, elle m'a demandé si elle m'avait manqué. Elle vous a dit comme ça, est-ce que je vous ai manqué? Oui. De cette façon-là? Oui. Mais ça tombait, vous aviez l'impression complètement de façon pas du tout à brûle-pourpoint, enfin ça vous paraissait pas adapté par rapport à ce que vous veniez d'énoncer précédemment?
Ça n'avait pas de lien, selon vous. Voilà, j'étais complètement surprise. Oui, Effectivement, il n'y avait pas de lien entre ce que je disais et puis la question qu'elle me posait. D'accord. Et surtout que... Vous ne lui avez pas dit, sur le moment, vous étiez trop surprise pour... Voilà, j'étais surprise et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Puis je me suis dit, je vais dire ce que je ressens, quand même. Ben oui, c'est mieux. Vous êtes là pour dire ce que vous ressentez. Oui. Voilà. Mais simplement, je lui ai dit, oui, effectivement, vous m'avez manqué. Oui. Mais ce que j'ai fait, c'est que je lui ai parlé donc de la dernière séance avant qu'elle ne parte en vacances. Oui. J'ai plutôt évoqué cette séance-là qui m'avait interpellée, dans le sens où quand on se séparait, quand je lui dis au revoir, merci, comme je lui dis toujours, pour l'aide qu'elle m'apporte, elle m'a serré la main, mais elle a insisté, elle a appuyé. Moi, j'interprétais cela comme si elle me disait « je pars, mais je ne vous abandonne pas ». C'est comme ça que j'ai interprété ce geste-là. Peut-être, et effectivement, ça m'a accompagnée pendant toute son absence. Oui, d'accord. Et donc, ça, je lui ai dit, en fait. Et quand je lui ai dit ça, j'ai l'impression qu'elle avait les yeux pleins de larmes ou embués de larmes, rougis. Et c'est vrai que j'étais un petit peu perturbée parce que je sentais qu'il y avait... J'avais l'impression qu'il y avait l'affectif qui était présent. Ça vous ennuie? Non, au contraire. Au contraire, parce que on m'a toujours dit que les thérapeutes ou que les psychologues étaient plutôt des personnes froides. Parce que c'était volontaire quand même, dans le but de garder une distance avec la personne. Mais oui, mais cette prétendue froideur des psychologues, des psychothérapeutes est totalement absurde. Est totalement absurde, comme s'ils étaient dépourvus d'émotions. Enfin, comment pourraient-ils faire ce métier s'ils ne ressentaient pas d'émotions? C'est vrai que là, elle sort complètement du cadre, du cadre qui avait été décrit. Pas forcément, non. On peut ressentir, on peut à un moment être très ému par quelqu'un et que ça se manifeste et avoir une manifestation effectivement comme à un moment avoir des yeux embués de larmes. Oui, enfin je veux dire ça peut arriver. Ce qui serait embêtant, c'est d'être submergé et s'éclater en sanglots, d'être, vous voyez, alors là, bon voilà, mais parce que là, ça veut dire qu'on n'arriverait plus à gérer l'émotion, qu'on serait complètement débordé, mais être touché, ému, enfin ça nous arrive tous les jours. Simplement, si vous voulez, l'émotion ne doit pas, si vous voulez, c'est pour ça que je vous disais comment vous l'aperceviez, comment il faudrait pas que ça que ça vous mette mal à l'aise ou que ça vous entrave dans l'expression de vos propres émotions. Mais si vous voulez, le thérapeute, bien sûr, lui aussi ressent des émotions, mais il n'est pas là pour les exprimer. Mais ça ne veut pas dire que c'est un être froid. Simplement, la différence et ce qui est, déstabilisant quand on n'a pas fait ce genre de démarche, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui vient entreprendre une thérapie qui se met véritablement à nu, qui livre un vécu dans ce qu'il y a de plus intime, qui effectivement à certains moments peut pleurer, et puis face à quelqu'un qui garde une contenance,
garde ce qu'on appelle cette fameuse distance. Mais distance n'est pas froideur affective. Distance, c'est-à-dire distance dans le sens ne pas se laisser déborder par ses émotions et ne pas transposer sa propre histoire sur celle de l'autre. Ce que l'on fait continuellement dans la vie. Quand vous racontez ce qui vous arrive ou ce qui vous est arrivé à des amis, souvent la réponse que vous avez c'est moi à ta place je ferais ça, tu devrais faire ça. Bon, ce que ne fait pas le thérapeute. Non, parce qu'on n'est jamais à la place de quelqu'un. Et donc c'est vrai que quand je suis sortie de là, quand elle m'a posé cette question, j'avais un petit peu honte. Un peu honte de quoi? J'ai l'impression que j'ai eu honte de ne lui avoir pas dit d'emblée ce que j'avais ressenti quand elle m'a serré la main et qu'elle insistait en fait. Comme si j'avais attendu qu'elle me pose la question pour que je puisse répondre. Oui, mais c'était au moment où vous partiez. Effectivement, c'était au moment où vous partiez. C'était au moment où il y avait cette interruption des vacances. C'est vrai, tout à fait. Bah oui, donc la séance était terminée. C'est vrai. Vous n'aviez pas, vous voyez, il y a pas de, la séance était terminée. Vous n'aviez pas l'important. Ça s'est passé dans un non-dit là. Vous ne vous êtes pas senti lâché à ce moment-là. Sa présence vous a accompagné. C'est tout à fait ça. Elle a su vous transmettre que bon, certes, elle s'absentait le temps des vacances, mais elle restait d'une certaine façon avec vous et vous saviez que vous alliez la retrouver et que psychiquement, d'une certaine façon, elle était avec vous. Enfin, le travail allait se poursuivre. Tout à fait. Vous ne vous êtes pas senti lâché, pas senti abandonné. Donc le message était passé, c'est l'essentiel. J'ai un message, il y a Sergio qui dit « Je suis impatient et curieux de savoir ce qu'en pense la star, alias le subversif ». Et il dit le cas de contre-transfert, c'est-à-dire le contre-transfert, c'est justement ce que ressent le thérapeute vis-à-vis du patient. Tous les sentiments, les émotions ressentis par le thérapeute. Donc il dit le cas de contre-transfert rendu presque évident par la porosité empathique, le fait d'être dans l'empathie ne nuit en rien tant qu'il n'interfère pas avec la neutralité du thérapeute. Mon cher subversif, je mettrai un petit bémol parce que justement on n'est pas dans la neutralité à mon avis. Moi je m'élève contre ça, cette fameuse neutralité du thérapeute. Justement on ne peut pas être neutre. Ça n'existe pas pour moi la neutralité. Alors, je comprends ce qu'on veut dire, c'est-à-dire neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas à intervenir, à dire je ferai ci, je ferai ça, être directif, faites ci, faites ça. Mais on n'est jamais neutre dans la mesure où, dans les faits, on est toujours submergé d'affect. Simplement, on n'a pas à en faire part à l'autre. Voilà, c'est peut-être ça ce qu'on veut dire par neutralité, même certainement. Mais la prétendue neutralité, vous voyez, ça pose quand même question. Voilà. C'est vrai que je la sens impliquée dans mais ce heureusement, moi j'ai envie de dire, alors je sais que moi je pense qu'on peut être d'autant plus thérapeutique qu'on est impliqué. Mais impliqué ne veut pas dire qu'on est impliqué affectivement, ça veut pas dire que être impliqué affectivement, c'est-à-dire oui, il se joue quelque chose dans alors je sais qu'il y a des psychanalystes qui m'entendraient, qui hurleraient en disant que justement, il ne doit pas y avoir d'implication affective, que c'est des choses qu'on n'a pas réglées. Bon, moi je suis désolée, je pense, je suis pas la seule. Je pense qu'effectivement il y a une implication. Il y a une implication, pas au sens, on n'est pas là pour attendre quelque chose du patient, mais on s'implique dans ce qu'on fait dans la relation. Oui. Vous savez, sinon, moi j'ai l'impression. Pas. Oui.
à travers la question qu'elle m'a posée, finalement, je me suis demandé si elle n'attendait pas quelque chose, c'est-à-dire le fait d'être utile, la reconnaissance de cette utilité-là vis-à-vis de l'autre. Je me suis posé la question aussi. Ça m'a traversé l'esprit. Ça, ouais, c'est intéressant en tout cas. Hein. Vous pourriez lui poser la question, mais là, effectivement, vous la renvoyez beaucoup à elle-même, mais c'est très intéressant, hein. Très, très intéressant. Ouais. Faudra en parler avec elle. Bon, très bien. En même temps, oui, mais j'ai peur de casser quelque chose ou de bousculer quelque chose. Je crois pas du tout. Non ? Non, pourquoi vous casseriez quelque chose ? Vous parlez de la relation qui se joue entre elle et vous. Oui, effectivement. Oui. Et c'est intéressant, on voit à quel point, évidemment, le thérapeute analyse la relation, on voit à quel point le patient aussi analyse, décortique et ressent beaucoup de choses, et lui aussi analyse le thérapeute. C'est curieux, oui, parce que c'est voilà. Ça s'est joué comme ça, je me suis... Mais bien sûr, non, mais c'est... votre témoignage l'illustre magnifiquement bien. Hein. Justement, quelqu'un réagit au 7-21-21 en disant « J'ai quitté une psy justement parce qu'elle était froide et donc insupportable pour moi. J'avais l'impression qu'elle était très détachée. » Ouais, ça, je comprends. Hein. Il y a vraiment certains qui sont abominables de détachement, je trouve. Ça, je comprends tout à fait. Ouais. Et en même temps, il y a un cadre. On sent qu'il y a un cadre autour de vous. Voilà. Mais ça n'empêche pas les émotions, heureusement. C'est à partir de ça qu'on travaille, transfert contre transfert. Hein. Les émotions que vous projetez sur le thérapeute et le contre-transfert, c'est les émotions et les sentiments que le thérapeute ressent à l'égard de ceux qui l'analysent. Voilà, ma chère Sandra. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Je vous en prie. Conseils. Au revoir. Mais écoutez, je vous dis au revoir. Au revoir et bon travail alors. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et on accueille maintenant, je crois que c'est Charles Axel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je viens vous parler d'une rupture qui me concerne. Donc voilà, j'ai 19 ans, je viens d'avoir mon bac scientifique cette année et j'ai passé un an avec une fille qui était en l'occurrence ma meilleure amie avant, pendant plus d'un an. Mm-hmm. Et donc, cette fille, c'était un peu tout pour moi en même temps, à la fois ma confidente, ma meilleure amie, ma copine, dans tous les sens du terme, je l'aimais, quoi. Et j'ai passé un an avec elle, pas comme tous les couples, je dirais, ou qui se voient à la rigueur que le week-end, ou en fin de semaine. Moi, je la voyais tous les jours. J'étais en semaine tout le temps chez elle. Elle était tous les week-ends chez moi. Et je sympathisais avec sa famille comme elle sympathisait avec ma famille. Et après le bac, j'ai remarqué qu'elle commençait à devenir assez distante. On est partis en fait un mois au Liban ensemble. Oui. Et après ce voyage, elle est partie pendant 2-3 jours à sa maison de vacances. Et puis depuis, j'ai plus de nouvelles. Et j'ai essayé de l'appeler 1000 fois par jour, elle me répondait plus. Et j'ai su quelques jours plus tard qu'elle avait totalement, coupé les ponts avec moi, qu'elle voulait plus jamais me voir, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'elle connaissait d'avant en fait. Et elle a totalement tiré un trait sur moi. En même temps, faut dire que moi, je sais pas pourquoi. Je suis totalement dans l'incompréhension parce que cette année, elle a eu Sciences Po Lyon, donc elle partait à Lyon. Mm-hmm. Et moi, je suis entré en médecine à Lille, donc c'est sûr que ça allait être compliqué pour se voir, mais. Oui. Mais. Oui, mais ça n'explique pas tout, enfin. Oui, voilà, il a toujours été question, en plus, de rester ensemble, même si elle partait à Lyon. Et même si c'était une fille assez spéciale qui partait vite. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Elle était plutôt extravertie, très très sur les mecs et tout ça. Mais j'avais réussi un peu à la changer tout ça parce que j'ai pas eu de chance. Je suis tombé amoureux d'elle, je dirais.
Mais vous étiez dans une relation amicale ou amoureuse C'est-à-dire, il y a 2 ans, on était encore amis, et puis non, pendant 1 an, là. Oui. C'était une vraie relation amoureuse, oui. D'accord. Ouais. Mais alors, vous êtes en rentrant de vacances, les vacances s'étaient apparemment bien passées. Pour moi, oui. Après, pour elle, je ne sais pas, parce que c'est sûr, je dirais pas qu'il y a eu quelques petites engueulades, notamment avec ma famille, parce que bon, c'est un caractère très spécial. Elle part très vite en roue libre, donc elle est un peu dure à cerner quoi au début, mais c'était compliqué. Mais elle ne vous a pas expliqué, c'est-à-dire elle vous a dit quand même qu'elle voulait arrêter cette histoire, ou ça s'est distendu le lien au fil du temps? Comment ça s'est terminé? Pendant ces 3 jours, elle est repartie à sa maison de vacances après le voyage du Liban. On s'était juste dit bon au revoir. On s'était pas quitté. Je veux dire, elle était retournée chez elle et moi chez moi. Et 3 jours après, elle m'annonce qu'elle partait à sa maison de vacances. Et puis j'ai su d'un ami qui l'appelait là-bas quand elle ne voulait pas me répondre au téléphone qu'en gros elle me larguait, qu'elle m'aimait plus. Mais elle vous l'a dit elle? Non, elle m'a juste dit par texto à un moment. Officiellement, on n'est plus ensemble, mais officieusement, on verra. D'accord. Donc en gros, c'était à mon avis, je te largue en espérant, et on verra si je trouve quelqu'un d'autre ou pas quoi. Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles? J'ai accepté de la revoir. Elle a accepté de me revoir une fois. Il y a de cela peut-être 10 jours. Et comment ça s'est passé? J'ai l'impression que c'était une toute autre personne. Son visage était animé. J'ai l'impression, c'est la première fois que je la voyais comme ça. J'ai l'impression que c'était une autre personne qui animait son corps, quoi. Ses expressions de visage étaient totalement différentes. Elle était non. Et puis j'ai su en plus qu'elle était sortie avec quelqu'un d'autre et que elle avait eu des rapports avec cette personne et que elle n'est plus amoureuse, quoi. Vous l'avez ressenti, vous sentez, qu'elle est distante, que c'est plus la même, oui. Mais moi, j'ai vraiment pas compris parce que même si toutes les relations, ça ne s'explique pas, j'ai arrêté de voir. Ce qui me rend malade, c'est que j'ai arrêté de voir mes amis pour elle. Ça, c'est dommage. J'ai arrêté de. Vous allez pouvoir reprendre, hein. C'est pas. Vous allez pouvoir expliquer ils comprendront, hein, Charles Axel, que vous les ça peut arriver souvent quand on est comme ça dans une histoire d'amour, on vit intensément cette histoire d'amour et puis on peut laisser surtout dans les premières amours, laisser un peu ses amis. Après, on apprend avec l'expérience que on peut vivre son histoire d'amour, mais néanmoins ne pas perdre de vue ses amis. Non, cela dit, vous savez, il y a parfois, comme vous le dites, il n'y a pas grand-chose à expliquer. On ne sait pas pourquoi on tombe amoureux, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette alchimie particulière. Et puis c'est vrai que c'est toujours très difficile à vivre pour celui qui est quitté, mais la personne ne sait pas toujours expliquer pourquoi elle n'est plus amoureuse, pourquoi elle n'aime plus. Alors c'est difficile à vivre, mais ça vous arrivera aussi certainement dans l'autre sens, hein, Charles Axel, à un moment d'aimer une jeune femme et puis de perdre ce sentiment-là. On arrive à la fin de l'émission, alors je suis désolée parce que je sens que vous avez encore besoin, vous aimeriez qu'on en parle un peu plus longuement. Peut-être que si vous le souhaitez, on pourra reparler un peu comme ça de l'avenir, de voir un petit peu comment rebondir après cette histoire. N'hésitez pas à me rappeler la semaine prochaine ou quand vous le pouvez, hein. Je serai heureuse d'en reparler avec vous. Au revoir. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien, faites de jolis rêves d'ici là. Et bien sûr, on se retrouve lundi. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1, place aux informations avec Rémi Ferreira. Bonsoir Rémi.